suivez le journal sur MTV+, au sommaire de l'actualité. À l'église Ambassade des Miracles, célébration de l'anniversaire du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Nous en parlons dans cette édition. Et puis au Niger, 30% de l'uranium est importé de la France. Les détails dans ce journal. Et puis nous terminerons par une actualité sportive, Invictus Games, une médaille d'or pour l'Afrique. Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, mercredi 27 septembre 2023 est le jour anniversaire du bishop Ouattara Mohamed Idriss, président directeur général de Miracle TV+. Homme de foi ayant dédié sa vie au service de Dieu, un moyen pour nous de lui souhaiter un joyeux anniversaire. En prélude à la mission multinationale que s'apprête à diriger le pays du président William Ruto, le Kenya vient de signer un accord de défense avec les États-Unis. Cet accord permettra de bénéficier du soutien logistique et de l'expertise américaine en matière militaire. Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et le ministre kényan de la Défense Aden Duale ont signé lundi à Nairobi un accord de défense. Le Kenya s'apprête à diriger une mission multinationale de maintien et de paix en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. J'ai remercié aujourd'hui le secrétaire d'État pour la volonté du Kenya d'envisager de diriger une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Les États-Unis sont prêts à soutenir cette mission en fournissant une aide financière et logistique solide. Et nous avons l'intention de travailler ensemble. Le Congrès doit fournir jusqu'à 100 millions de dollars de soutien. Et nous exhortons les autres membres de la communauté internationale à suivre le formidable exemple du Kenya et à intensifier leurs efforts et à fournir davantage de personnel, d'équipements, de soutien, de formation et de financement. Le Kenya s'est engagé à envoyer 1000 agents de sécurité en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. Lorsque tous les processus entamés avec l'approbation du Conseil de sécurité seront mis en place, le Kenya sera prêt. Le Kenya est disposé à diriger cette force multinationale de maintien de la paix et se rendra en Haïti. Aucun pays n'avait jusqu'ici proposé de diriger cette force extérieure, pourtant prônée par l'ONU face à la crise dans laquelle s'est enfoncé Haïti, où 5,2 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. Des initiatives sociales et un élan de solidarité pour soulager la détresse des Libyens victimes de récentes inondations. Des vivres et des vêtements sont offerts pour atténuer la précarité des sinistrés. Dans ce centre de formation situé à Tripoli, ces femmes travaillent sans relâche. Depuis plusieurs jours, elles cousent en urgence des vêtements et des linceuls pour les sinistrés de Derna, à l'est de la Libye. Il y a 2 semaines, la ville a été dévastée par des inondations meurtrières. Le centre avait ses propres activités et nous les avons interrompues après la catastrophe. Les femmes, volontaires, qui étaient déjà confrontées à de nombreuses difficultés, ont coopéré. Parce qu'après tout, la priorité était pour les habitants de cette région située à l'est du pays. Plusieurs pièces de tissu ont déjà été acheminées à Derna, à 1300 km de là. Les apprenties couturières travaillent désormais sur un 2e envoi. Nous avons fourni une aide nécessaire, environ 1300 uniformes scolaires, 850 couvertures de prière, 650 linceuls funéraires et environ 350 robes. Les inondations meurtrières ont suscité un élan de solidarité au sein de la population libyenne. Les aides se multiplient, en particulier en faveur des survivants. Plus de 43 000 personnes ont dû quitter les zones sinistrées et sont souvent sans abri ni ressources. Ici au centre, tous les cours ont été suspendus. Nous avons interrompu tous les programmes de formation au centre afin de fournir aux habitants de Derna tout ce dont ils ont besoin, y compris des linceuls, des tenues médicales et scolaires, des robes, des couvertures de prière et tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Le procureur général de Libye a ordonné le placement en détention provisoire de 8 responsables dans le cadre d'une enquête sur la rupture des 2 barrages ayant entraîné les inondations.
Le président français Emmanuel Macron a annoncé récemment la fin de la présence française militaire au Niger ainsi que la rupture de la coopération militaire. Quelques incidences de cette décision sur l'importation de l'uranium. Rappelons que la France importe 30% de l'uranium au Niger. Les relations entre la France et le Niger ont longtemps été fondées sur des bénéfices mutuels, la France offrant une assistance militaire en échange de liens économiques. Cependant, la décision de la France de retirer ses troupes du Niger pourrait avoir des implications pour la sécurité et l'économie du pays. En termes de sécurité, le retrait des troupes militaires françaises fait surgir les craintes d'une recrudescence des attaques djihadistes, cibles de choix pour les groupes terroristes qui exploitent la porosité des frontières pour mener leurs opérations. En termes de sécurité, elle va entraîner, si ce n'est pas déjà le cas, le départ des forces américaines. Or, ces deux forces militaires étrangères avaient pour but de soutenir l'armée dans sa lutte contre les djihadistes. Et aujourd'hui, ces derniers, les djihadistes, vont avoir des forces nigériennes qui sont aujourd'hui diverties par ce putsch. La fin de 10 ans d'opérations antiterroristes de la France au Niger n'a pas seulement des incidences sur la sécurité du pays. Selon les données du Conseil français des investisseurs en Afrique, le Niger produit 5 à 6% de l'uranium mondial et 20 à 35% de l'uranium français provient de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le montant des échanges commerciaux bilatéraux est évalué à environ 260 millions d'euros. Jusqu'ici, les investissements de l'Agence française de développement au Niger sont chiffrés à 801 millions d'euros, dont 119,2 millions en 2022. Les autorités nigérianes parlent de nouer de nouvelles relations, de nouveaux partenariats avec des puissances diverses, qu'elles soient locales, comme la charte du Lapto-Gourma qui a été signée avec le Burkina et le Mali déjà, et d'autres types de partenaires mondiaux. Dans un sens comme de l'autre, il y aura des avantages et des inconvénients. Le Niger va avoir désormais la pleine possession de la maîtrise de son territoire et de sa réponse face au terrorisme. Ça va contenter de plus en plus la population qui montait au créneau pour dénoncer la présence française. Et puis, de l'autre côté, c'est un partenaire de poids économique qui s'en va sur le plan militaire. On regardera avec attention les répercussions économiques, mais il n'en demeure pas moins que la France qui se prend vraiment cela en pleine figure va sans doute faire des représailles. Le Niger devra trouver des moyens de relever les défis posés par cette décision et créer un avenir stable et prospère pour sa population en s'ouvrant à de nouveaux partenariats. Et puis le Haut-Karabakh, une zone entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, déjà en proie à des conflits armés, vient de connaître un grave accident. Il s'agit de l'explosion d'une station de service. Le bilan est lourd. Il fait état de 20 morts et plus de 300 blessés. Les détails dans cet élément. Un panache de fumée dans le ciel du Haut-Karabakh. Une explosion dans un dépôt de carburant a secoué lundi la région et fait au moins 20 morts et 280 blessés selon les autorités de l'enclave. Elle s'est produite alors que nombre d'habitants tentent de remplir le réservoir de leur voiture avant de prendre la route de l'exil. Depuis 72 heures, des milliers d'Arméniens vivant au Haut-Karabakh ont décidé de partir. Ils disent craindre un nettoyage ethnique de la part de l'Azerbaïdjan, malgré les assurances de Bakou de respecter les droits des Arméniens qui resteront dans l'enclave. Près de 13 500 personnes auraient déjà traversé la frontière, soit un peu plus de 10% de la population de ce territoire, qui comptait jusqu'ici 120 000 habitants. Au même moment, des milliers de personnes à Erevan continuent de manifester contre le gouvernement. Ils l'accusent d'avoir complètement abandonné la population arménienne du Haut-Karabakh, un exécutif lui-même bien impuissant sans l'appui de Moscou, son allié historique. Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a annoncé s'attendre à l'arrivée de 40 000 réfugiés. Ils pourraient être finalement bien plus nombreux.
La sécurité nucléaire au centre d'une importante réunion de l'Agence internationale de l'énergie automatique. Les cas de l'Iran et de l'Ukraine font l'objet de débats. Les détails dans cet élément. 24 heures pour trouver une solution. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est arrivé à Téhéran samedi, alors que ce dimanche marque la fin du délai accordé par l'Iran pour que les Américains lèvent les sanctions réimposées par Donald Trump. Si les États-Unis ne le font pas, Téhéran compte restreindre certaines inspections de l'Agence internationale sur des installations non nucléaires, y compris des sites militaires suspects. Mais l'Iran ne compte néanmoins pas cesser de travailler avec l'agence qui dépend de l'ONU et n'a pas prévu d'expulser ses inspecteurs. L'heure est-elle donc à la prudence? Cette visite intervient après un changement sur la forme côté américain avec l'élection de Joe Biden, qui veut rompre avec l'approche unilatérale et agressive de son prédécesseur Donald Trump. Le président américain veut travailler avec les Européens pour répondre à la menace de prolifération nucléaire iranienne et il s'est engagé à reprendre des discussions avec les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Il faut dire que l'accord sur le nucléaire iranien a été très affaibli ces dernières années. En réponse au retrait américain, Téhéran s'était affranchi à partir de 2019 de plusieurs de ses engagements afin de faire pression pour obtenir un assouplissement des sanctions. Nous refermons ce journal avec du sport. Peacemaker à Zoué-Boulam, premier médaillé d'or africain des Invictus Games. Le soldat nigérien qui a perdu sa jambe dans une attaque de la milice Boko Haram est un exemple de résilience et de détermination. L'athlète africain savoure un moment de bonheur et de fierté. Le groupe Styler Crew a permis au Maroc de remporter la médaille d'or dans la compétition de freestyle ball organisée en marge des Jeux de la francophonie dans la capitale congolaise Kinshasa. Les 8 quarts de finalistes se sont retrouvés pour des duels, des battles jusqu'à la finale qui a opposé le Maroc à la Côte d'Ivoire. En fait, entre nous et la Côte d'Ivoire, ça s'est joué sur des petits détails. Ça, c'est de l'expérience. Donc voilà, en finale, ils étaient très très bons. Ils ont très très bien joué. Mais il y avait des petits détails sur quoi on avait joué et puis on l'a fait. Pour évaluer les performances, le jury, composé de 5 personnalités de nationalités différentes, se fonde sur plusieurs critères. De la créativité à la technique, en passant par l'esprit d'équipe et l'originalité. L'Ivoirien Ignace Cassio a ébloui la foule par ses prouesses techniques. Franchement, c'est vrai que j'ai occupé la 2e place, mais il faut le dire, j'ai été très très heureux de voir tout ce monde crier en notre faveur. Franchement, j'étais content. Pour dire, l'harmonie y était, la fraternité y était. On a tous partagé cette joie sur cette scène tout à l'heure. Le bronze est revenu à la République démocratique du Congo qui a battu le Cameroun lors de la petite finale. C'était le grand show, ils ont bien joué, ils ont bien fait et voilà, on a remporté la victoire. On est très heureux. Discipline en plein essor, le freestyle ball n'a pas été classé dans la catégorie sport dans cette édition des Jeux de la francophonie, mais dans les arts de la rue. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.